On va revenir sur les aspects un peu plus cliniques et on distingue depuis quelques années 4 types de néovaisseaux maculaires de la DMLA. Les néovaisseaux de type 1 sont sous l'épithélium pigmentaire en OCT, qui correspondent à ce qu'on appelait les néovaisseaux occultes en géographie et la fluorescéine. Vous voyez sur ce petit schéma, où les vaisseaux restent combinés par l'épithélium pigmentaire en avant. Deuxième type de néovaisseaux, le néovaisseau préépithéliaux en OCT, qu'on appelait néovaisseaux choroïdiens visibles ou classiques en angiographie à la fluorescéine. Ces vaisseaux ont passé la barrière de l'épithélium pigmentaire et sont situés sous la neurorétine. Les vaisseaux de type 3 sont au contraire intrarétiniens. On parle quelquefois donc d'intrarétinal angiomatous proliferation, les RAP, qu'on appelait ou qu'on appelle encore les anostomoses choriorétiniennes. Ensuite, quatrième type de néovaisseaux observé au cours de la DMLA, il s'agit de certaines vasculopathies choroïdiennes polypoïdales, avec ici un aspect de polype sous l'épithélium pigmentaire. On va se focaliser sur les types 3 et les vasculopathies polypoïdales choroïdiennes. La définition des néovaisseaux de type 3, c'est une lésion néovasculaire profonde en relation étroite avec un soulèvement localisé de l'épithélium pigmentaire. Ces vaisseaux sont souvent associés à une micro-hémorragie intrarétinienne qui permet souvent de faire un diagnostic précoce. Les lésions précurseurs de ces néovaisseaux seraient des cellules de l'épithélium pigmentaire qui auraient migré vers la neurorétine, et ces cellules sécrètent du VEGF qui va être à l'origine de phénomènes exudatifs, d'hémorragie, mais aussi de néovascularisation. Cette néovascularisation va évoluer vers les couches externes de la neurorétine et provoquer in fine un soulèvement de l'épithélium pigmentaire. Les vaisseaux de type 3 représentent 15 à 30% des vaisseaux de la DMLA. Ils sont souvent associés à des pseudozones réticulés dont on parlait tout à l'heure. Ils sont associés à un risque de développer une atrophie géographique. Il s'agit souvent de formes bilatérales. On dit souvent que le pronostic à court terme est relativement favorable, peut-être parce que la micro-hémorragie permet d'en faire le diagnostic assez précocement. Ici, un cas qu'on a eu l'occasion de voir avec un soulèvement d'épithélium pigmentaire qui se remplit en angiographie et la fluorescéine. En OCT, on peut avoir l'occasion d'observer plusieurs stades qui avaient été décrits par l'équipe de Créteil, avec un premier stade d'une érosion, un deuxième stade avec un petit volet, le flap, et un stade 3 avec le kissing sign. Concernant le bilan d'imagerie standard, vous allez faire des clichés sans préparation qui montreront les pseudozones et les migrations pigmentaires, éventuellement l'hémorragie. En OCT structurel, on va retrouver donc ces différents stades d'érosion, de flap, de kissing sign, et surtout une zone hyperréflective intrarétinienne en touffe. On pourrait éventuellement compléter le bilan avec une angiographie à la fluorescéine et une angiographie au glandanocyanine. C'est assez récemment que des auteurs ont montré un amincissement de la choroïde associé à ces néovaisseaux de type 3. L'OCT angiographie aurait un intérêt un petit peu relatif, puisque souvent vous avez déjà fait le diagnostic, mais si on recherche, on peut trouver cette petite zone hyperréflectivité sur un slab ici de 3 mm² associé à des flux intrarétiniens. Il y a plusieurs éléments qui restent débattus. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une RAP? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une DMLA? Comment est-ce qu'on relie l'amincissement choroïdien avec les pseudozones et l'atrophie géographique? Ce qui est intéressant, c'est cette notion nouvelle sur laquelle les signes qui sont observés en OCT semblent surtout associés à l'expression du VEGF par ces cellules de l'épithélium pigmentaire qui ont migré. Enfin, certains auteurs ont montré la prudence qu'il fallait avoir concernant les traitements anti-VEGF qui pourraient majorer le risque d'atrophie géographique dans ces formes. On va voir que les vasculopathies polypoïdales sont des lésions encore plus intéressantes que les autres néovaisseaux et que certains éléments ont été mis à jour très récemment. On caractérise ces lésions avec des DEP multiples à bord abrupt associés à un réseau vasculaire afférent. Ces lésions sont souvent associées à des décollements sérorétiniens et des hémorragies. En angiographie ovaire d'indocyanine, on observe une fluorescence précoce des lésions polypoïdales qui va être suivie d'un wash-out un peu plus tardif. On visualisera aussi le réseau vasculaire afférent. Sur le scan de CTB, on va observer ces lésions polypoïdales et on observera aussi le réseau vasculaire afférent, comme ici, sous la forme d'un soulèvement irrégulier de l'épithélium pigmentaire qui laissera voir éventuellement la membrane de Brooks sous-jacente. Et on aura comme ça un aspect un petit peu de pseudo-dédoublement de l'épithélium pigmentaire. Dans de nombreux cas, on fera le diagnostic avec les clichés sans préparation ou une OCT. Comme dans le cas présent, on observe une lésion polypoïdale ici, un réseau vasculaire afférent qu'on va retrouver sur la segmentation au niveau de l'épithélium pigmentaire ici avec le réseau afférent,
un polype actif et on retrouve ça en OCT en face. L'OCT angiographie ne semble pas très contributif pour le diagnostic des lésions polypoïdales, c'est une notion que nous a apporté Meyers-Rohr, peut-être parce qu'il y a un flux relativement lent dans ces lésions. Par contre, on repère régulièrement le réseau vasculaire afférent, comme dans cette lésion ici. On observera un épaississement choroïdien dans certaines PCV. Cette notion est cohérente avec la dilatation des vaisseaux choroïdiens qu'on observe en angiographie overdose-cyanine. Et bien sûr, cet épaississement choroïdien rappelle celui des pachychoroïdes. Sur ces images, vous repérez les polypes en angiographie overdose-cyanine, mais vous voyez qu'on les repère ici également au sommet du soulèvement de l'épithélium pigmentaire. Et cette image rappelle beaucoup celle du schéma de cette équipe qui avait montré qu'on observait un réseau vasculaire afférent à la base du soulèvement de l'épithélium pigmentaire et qu'au contraire, les lésions polypoïdales étaient souvent au sommet du DEP. Une autre publication intéressante, c'était ces auteurs qui avaient utilisé un prototype d'OCT Swab Source et qui ont montré que les lésions polypoïdales apparaissaient plutôt comme un enchevêtrement vasculaire, des tangles, plutôt que comme des dilatations anévrismales. On pourrait de cette manière distinguer deux types de PCV. Celle qui comporte un épaississement choroïdien qui ferait partie du spectre des pachychoroïdes. C'est vrai qu'il y a de nombreux éléments sémiologiques qui sont communs avec les CRSC ou avec les pachychoroïdes néovasculopathies. On a tous vu des formes de passage entre les CRSC et les PCV. Il faut noter que sur le plan thérapeutique, ces formes avec épaississement choroïdien semblent avoir une réponse un petit peu mitigée aux anti-VEGF lorsqu'ils sont utilisés seuls. C'est peut-être des lésions pour lesquelles vous aurez besoin d'utiliser une thérapie photodynamique additionnelle. Et d'un autre côté, on aurait des PCV sans épaississement choroïdien qui correspondraient peut-être un peu plus à celle de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est vrai que le réseau vasculaire afférent ressemble fort à des néovaisseaux de type 1. À ce moment-là, les lésions polypoïdales seraient simplement une forme évolutive. Et c'est vrai que certains auteurs, comme M. Koskas, avaient opposé des formes primitives de PCV à des formes secondaires, à la DMLA, à la myopie ou même à un névus. Sur le plan thérapeutique, ces lésions, sans épaississement choroïdien, seraient peut-être un peu plus accessibles aux anti-VEGF utilisés seuls.